Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 100% sport, 100% Mayenne. Ce soir, on reçoit dans Club Oxygène Olivier Frappoli, entraîneur du Stade Lavallois. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Il nous parlera évidemment du bon début de saison du Stade Lavallois, de son équipe, de l'intégration des jeunes, des idées de jeu, et puis aussi de la pression inhérente aux entraîneurs de foot. Mais avant ça, place au sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, on parle évidemment Stade Lavallois avec Olivier Frappoli qui est notre invité. On parle aussi hand avec l'Union Sud-Mayenne qui débute son championnat à domicile. Ils ont déjà joué une rencontre mais à l'extérieur. Et puis on aura aussi l'honneur de l'US Laval Basket, du sport auto. Mais tout de suite, notre invité, Olivier Frappoli. Club Oxygène, l'invité. Alors Olivier, vous réalisez l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire en Ligue 2 du Stade Lavallois. Est-ce que vous attribuez ça à quoi? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait différemment cette pré-saison? C'est difficile de répondre spontanément comme ça. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Après, c'est toujours intéressant de finir la saison précédente sur une dynamique. Et je crois beaucoup à cette histoire de dynamique et peut-être qu'on surfe aussi sur la dynamique de notre fin de saison précédente, même si l'équipe a beaucoup bougé. On peut quand même constater qu'on a recruté assez rapidement et donc certainement que l'intégration des nouveaux joueurs a été facilitée, peut-être par rapport à d'autres équipes qui ont eu un mercato beaucoup plus lent. Voilà, donc on a fait une bonne préparation et puis on a des matchs qui sont intéressants avec des résultats probants, voilà, donc c'est encourageant. Il y a quelque chose aussi qui est une belle réussite, c'est l'intégration des jeunes. On a vu Loïs Martins, Noah Mupemba au dernier match, c'est eux qui provoquent le pénalty de la victoire. C'est difficile d'intégrer des jeunes ou là ça se fait plus naturellement pour vous? On a depuis plusieurs saisons l'habitude de le faire. Après, la difficulté, c'est parfois de leur permettre de jouer, parce qu'il y a des exigences qui sont très importantes, il y a des enjeux aussi très élevés, que ce soit en national où il fallait remonter absolument, ou pour se maintenir en Ligue 2. Par contre, on a fait le constat la saison dernière que l'effectif était en moyenne d'âge un peu élevé, et je souhaitais rajeunir en conservant nos cadres qui sont très importants dans l'équilibre de l'équipe, mais rajeunir aussi un peu l'effectif. Voilà, et donc dans cette stratégie, on a effectivement incorporé 5 jeunes joueurs, 4 qui étaient déjà au club, et William Bénard qui arrive de Reims, qui est vitrain, donc il n'est pas loin. Et donc c'est des garçons qui connaissent le groupe, qui ont déjà fait la saison dernière des entraînements, des matchs amicaux, et effectivement sur le dernier match, ils ont joué parfaitement leur rôle. Justement, l'intégration de William Bénard, pour vous, c'est une surprise. C'est un joueur, on le rappelle, qui joue au niveau national, N2, si je me souviens bien, à Reims. C'est ça. Vous êtes surpris ou vous pensiez l'intégrer déjà, ou c'est une surprise quand même de le voir là? Non, c'est une bonne surprise parce que il a été recruté par Sébastien Desmazeaux, qui le suivait puisque Sébastien aussi entraînait à Reims. Et quand on a eu l'opportunité de le récupérer puisqu'il n'a pas signé pro à Reims et sachant qu'il est de Vitré, donc pas loin de Laval, on a saisi l'occasion, mais moi je le connaissais pas. Okay. Donc je l'ai rencontré à la fin de la saison, on a pu discuter et puis ça a été une très très belle surprise. Dès le départ, assez vite, il a fait l'unanimité au sein de ses partenaires. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il a gagné la confiance de ses partenaires en tant que joueur, mais aussi en tant que com. Et voilà, et donc c'est une belle surprise. On parlait du recrutement des jeunes, de William notamment. Il y a aussi pour l'effectif pro, vous utilisez la data de plus en plus. Il y a une cellule justement. Quelle est l'importance de la data aujourd'hui au Stade Lavallois et qu'est-ce que vous lui accordez dans le recrutement et aussi dans la préparation des matchs? Alors on avance encore pas par pas sur le sens qu'on veut lui donner, parce que on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses sur lesquelles c'est pas très efficient, d'autres beaucoup mieux. Pour moi, c'est une aide à la décision. Voilà, donc ça nous permet par rapport au profil que l'on recherche, de faire des choix quand on a 3-4 joueurs qui sont
sur une shortlist et qui sont en balance, c'est une aide à la décision par rapport à ce qu'on souhaite en disant c'est ce joueur-là sur la data qui se rapproche le plus aux caractéristiques dont on a besoin. Voilà. Maintenant, de là dire qu'on va recruter un joueur que parce qu'il y a la data nous donne des bonnes informations, pour l'instant, c'est pas le cas. On s'appuie aussi beaucoup sur la vidéo en complément. Voilà, donc pour moi, c'est une aide à la décision qui doit rester quand même mesurée parce que rien ne remplace l'humain. Et au-delà des chiffres, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte concernant l'humain. Alors, la data, c'est assez nouveau dans le football. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes entraîneur avant cette carrière de joueur. Est-ce que, justement, par rapport... Il y a la data, mais il y a bien d'autres choses. Certainement, vous avez noté des changements depuis vos débuts en tant qu'entraîneur. Oui, il y a beaucoup de changements. Le plus gros changement, c'est l'utilisation de la vidéo, évidemment, parce que quand j'ai débuté, on faisait de la vidéo, mais avec d'autres moyens et pas ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était pas aussi poussé. Mais justement, on peut se poser la question, comme tout le monde s'observe et s'analyse, comment on crée l'incertitude chez l'adversaire, comment on surprend l'adversaire. Voilà. Donc, je pense que c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser, il faut garder un équilibre, il faut garder un peu de recul. Sinon, on automatise tous les déplacements. Moi, j'aime bien donner des pistes à mes joueurs. Après, ils doivent s'exprimer, c'est leur talent. Et on n'a surtout pas envie de remplacer ça. Vous me tendez la perche justement pour parler un petit peu plus de jeu, sur votre philosophie de jeu. Souvent, on vous qualifie, ou vous-même vous qualifiez comme un entraîneur plutôt pragmatique, vous n'êtes pas un dogmatique où vous faites toujours la même chose. C'est plutôt comme ça que vous voyez les choses, vous vous adaptez? Oui, je pense que c'est... surtout quand on est dans des clubs là, c'est le cas, par exemple, en Ligue 2, qui n'ont pas des budgets largement supérieurs aux autres. Je pense qu'il faut être assez pragmatique dans son analyse. Coller... si possible aux exigences du championnat dans lequel on évolue, parce que c'est bien d'avoir une doctrine, c'est bien d'avoir des idées, et j'en ai. Maintenant, nous, ce qu'on nous demande aussi, c'est des performances. Ouais. Et quand par exemple, on dispute le championnat national, on peut avoir une idée sur le football, mais il faut bien connaître le championnat, ses exigences, pour avoir la bonne réponse. Et quand on m'a demandé de faire remonter le club, il faut effectivement mettre la stratégie qui permette de remonter, mettre la meilleure équipe qui permette de remonter, placer les bons joueurs aux bons endroits et ainsi de suite. Et pour ça, il faut avoir quand même cette faculté d'adaptation. Après, il y a des grandes idées. Ouais. Chaque entraîneur, il y en a qui sont très sur la possession. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'intensité. En fait, j'aime le jeu vertical. J'aime quand le ballon... passe vite des phases défensives aux phases offensives, quand il y a cette notion de football vertical, d'intensité, de spectacle aussi, parce que pour moi c'est ça le spectacle, c'est pas toujours faire 300 passes avant de se créer une situation. Voilà, je tends plus vers ça. Maintenant, si l'année dernière, enfin il y a 2 ans en national, on avait beaucoup la possession dans nos matchs, parce que je savais que notamment à domicile, les équipes qui viendraient chez nous allaient jouer bloc bas. Donc on a beaucoup travaillé cet aspect-là. En Ligue 2, c'est différent. Il faut avoir cette humilité aussi, de savoir quelles sont peut-être ses limites pour coller au mieux à ce qu'on peut faire pour être performant toujours. Vous avez dit, quand vous étiez entraîneur à Boulogne, il y a quelques années, un projet de jeu doit permettre de lever le maximum de doutes et d'interrogations. Est-ce que c'est peut-être la perfection, mais est-ce que c'est toujours ça le but, en tant qu'entraîneur, atteindre la perfection ? On tend toujours vers la perfection, vers le match, ce qu'on appelle nous le match référence. Et comme on dit match référence, il ne peut pas y avoir 38 matchs référence. La référence, souvent, c'est à petit volume. Mais il faut savoir quand même que le football est le sport collectif le plus incertain. Il n'y a pas d'autre sport collectif plus incertain que le football. C'est une étude américaine, d'ailleurs, qui l'a prouvé. Je crois qu'il y a à peu près 50% du résultat d'un match qu'on ne peut pas prévoir, que ce soit sur le rugby, sur le hand, sur le basket. Ce sont des pourcentages plus élevés de certitude. Il y a un peu moins d'incertitude. Donc il y a quasiment la moitié, 50% du match qu'on ne peut pas prévoir. Donc moi, ce que j'essaie systématiquement, quand mes joueurs rentrent sur le terrain,
c'est de les mettre dans les bonnes conditions. Et les mettre dans les bonnes conditions, c'est qu'ils sachent quoi faire quand on a le ballon, ils sachent quoi faire quand on ne l'a pas. Voilà. Quand déjà on arrive à ce que tout ça se soit clair et que tous les joueurs aient la même idée au même moment, on a déjà bien fait son boulot. Après, c'est eux qui jouent, ce sont les acteurs. Et ça doit le rester. Et nous, les entraîneurs, on est pour moi on accompagne, on facilite l'expression collective. Mais si on l'a bien vu sur le dernier match contre Caen, le scénario est irrationnel. Ouais. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, ça doit rester. C'est ce qui rend le football, je pense, aussi attrayant. Et à l'inverse aussi, c'est beaucoup de remise en question. Quand on est coach, j'imagine, pour vous, on vit H24 football et vous pensez toujours, vous arrivez à toujours vous remettre en question, même si on gagne beaucoup de matchs. Exactement. Et c'est en ça, c'est un peu anxiogène parce que, comme on sait qu'on maîtrise 50%, on va dire, seulement du résultat ou du match, on a aussi effectivement beaucoup de questionnements. Et il faut aller bien au-delà du résultat. Le résultat n'est pas toujours significatif d'un match accompli, que ce soit dans le sens positif ou négatif d'ailleurs. C'est bien parce que c'est la finalité et c'est ce qu'on nous demande aussi en tant qu'entraîneur professionnel, mais il faut avoir un regard un peu plus aéré, avec plus d'objectivité pour se dire est-ce que mon équipe est en progression, est-ce qu'elle a répondu aux problématiques de l'adversaire, quels sont les problèmes qu'on a pu leur créer. Et je le dis toujours, la saison dernière, et je ferai le parallèle avec la data, dans cette série négative de 7 défaites, c'est le contenu de nos matchs, argumenté par la data pour être vraiment objectif, qui nous a permis de garder pied et de ne pas sombrer et d'inverser le cours des choses. Parce qu'on savait que... Vous tourniez autour, voilà, finalement. Exactement. On savait que ça allait tourner. Quand on ne le savait pas, mais on savait que ça allait tourner. Quand on n'a pas cette analyse, quand on n'a pas ces éléments d'objectivité, alors effectivement, on peut partir dans le mauvais sens et finalement, on s'en sort pas, quoi. Donc c'est énormément de pression, forcément. Comment on arrive à vivre avec cette pression? Vous l'avez dit, vous avez pensé plusieurs fois, notamment sur la série de 7 défaites l'année dernière, pensé à quitter le Stade Lavallois. Comment on arrive à faire en sorte que cette pression ne nous bouffe pas la vie, finalement? On l'apprivoise. On ne peut pas dire que ce soit vraiment... Enfin, on l'apprivoise, on vit avec, on apprend plus ou moins bien. D'ailleurs, ça dépend des périodes. Parce que même dans les bonnes périodes, des fois on dit oui, mais ça se passe bien. Mais c'est justement quand ça se passe bien, on est tellement... à l'éveil de continuer les choses pour que ça se passe bien. Donc effectivement, on a une expression un petit peu entre nous, le symbole dans une machine à laver, quoi. C'est que ça tourne tout le temps. Et voilà, maintenant, c'est aussi ce qui rend le métier passionnant. C'est cette forme d'adrénaline, l'incertitude, apprivoiser l'incertitude, vivre avec. On y prend goût finalement. Oui, on y prend goût parce que quand on a... et ça m'est arrivé, j'ai une période de 6 mois de chômage. Et quand on a des difficultés, des fois on se dit, bon, j'aimerais bien avoir une vie plus tranquille, un peu comme tout le monde, entre guillemets. Mais dès qu'on est dans cette vie-là, la tranquillité, justement, est lourde à gérer et on est un peu perdu, quoi, et on a vite envie de retrouver ces sensations. Donc je pense que voilà, c'est l'adrénaline, en fait, c'est ce qui fait que on aime ça, on est passionné, et se sentir tout le temps vivant, voilà, c'est inconfortable et en même temps c'est entraînant. Justement, comment on fait pour couper quand il n'y a pas foot, ou là, Noël dernier, il y avait des matchs, mais là, Noël, il n'y aura pas de match, on se ressource en famille, on arrive à couper du foot, ou il y a toujours le portable, il y a toujours quelque chose on coupe jamais à 100%, parce qu'effectivement, toutes les périodes de repos, et il y en a 2 dans l'année, hein, une au mois de juin et une à Noël, sont aussi généralement des périodes de mercato. Donc on est toujours sollicité de toute façon, mais avec l'âge et l'expérience, on apprend aussi à prendre un peu de recul, on apprend aussi à se ménager soi-même, à prendre du temps pour soi, parce que moi je dis toujours que pour entraîner, il faut être entraînant. Et je pense que la première qualité d'un entraîneur, c'est l'énergie. Il faut être en capacité quotidiennement d'insuffler de l'énergie à son groupe. On ne peut pas se permettre de manquer d'énergie, de manquer de lucidité. Et on n'est pas des robots, pour ça il faut savoir, mais on l'apprend avec l'expérience, déléguer, il faut
faut savoir prendre les temps de repos, il faut savoir avoir une bonne hygiène de vie pour être tout le temps frais. Bon, voilà, c'est une discipline finalement de vie qui est tournée autour du football. Voilà, et pour nous, c'est difficile. Pour l'entourage, je pense que ça l'a encore davantage parce qu'elle subit un peu ce rythme-là qui est infernal et elle doit faire avec. La Mayenne est plutôt propice à pouvoir se ressourcer. Vous le voyez pour vous, mais aussi pour vos joueurs. Il y a une certaine forme de tranquillité hors du football en Mayenne. On peut vraiment se poser, même les lendemains de match. C'est important de vivre dans ce climat-là. Alors, c'est une bonne remarque parce que c'est important, mais tout le monde ne peut pas le vivre. Et j'ai des exemples sur les premières années d'un joueur qui venait de région parisienne et qui c'était trop tranquille pour lui. Donc, c'est vrai que quand on recrute nos joueurs, on leur parle de ça. On leur demande moi je leur demande toujours, tu sais que tu connais Laval, tu sais où c'est, et je leur dis, c'est une ville de 50 000 habitants, il fait bon vivre. Par contre, il faut être en capacité aussi d'aimer ça, de vivre ça, et tout le monde n'est pas capable de le faire. Il n'y a pas la frénésie des grandes villes, il n'y a pas les sollicitations qu'il peut y avoir dans les très grandes villes. Donc je pense que tous les joueurs ne peuvent pas forcément s'y sentir heureux. Par contre, ceux qui ont construit leur hygiène de vie, leur discipline de vie dans ce mode-là, entre guillemets, sont très épanouis parce qu'effectivement, il y a une quiétude. Je trouve une qualité de vie qui est vraiment intéressante. Et un sportif de haut niveau, il a besoin de cette quiétude. Vous aussi, vous en avez besoin. Vous vivez en Mayenne. Comment on fait pour être tranquille, pour couper de ses relations? Vous parlez souvent de l'importance de la famille, notamment. Vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Pour vous, c'est hyper important d'être entouré. Vous êtes père de famille. C'est important d'avoir ça à côté du foot et en plus du foot. Oui, alors évidemment, moi, ma famille est un peu dispersée aux quatre coins de la France. Heureusement, maintenant, on a des moyens de communiquer de façon rapide et agréable. Mais moi, ma première point de ressource, c'est mon domicile. C'est ma compagne et puis ma fille. Et puis ensuite, mes filles qui sont sur Bordeaux. Donc voilà, c'est mon premier rayon. Et puis ensuite, il y a mes frères, ma sœur, ma mère et ainsi de suite. Les amis, voilà, qu'on voit peu, mais qui ont toujours la bonne parole, qui savent trouver les mots pour vous réconforter quand ça va mal. Et puis après, je parle beaucoup d'hygiène de vie, discipline, je fais du sport, je m'entretiens. Et puis quand je vais en ville, ça m'arrive de temps en temps. Les Mayennais sont plutôt sympas et bienveillants à mon égard. C'est agréable, quoi. Je suis jamais... je suis jamais agressé verbalement, même dans les périodes où c'était compliqué. C'est plutôt le contraire. Et voilà, je pense que c'est aussi parce que peut-être que je transmets aussi certaines valeurs et que ces gens-là aiment ces valeurs-là, qu'il y a cette bienveillance. Oui, finalement, vous êtes l'entraîneur du Stade Lavallois, mais un humain et un citoyen lavallois. Finalement, des fois, on peut placer les gens un petit peu sur un piédestal. Vous êtes une personnalité publique. Donc c'est important de voir que les gens ils vous considèrent d'égal à égal, finalement. Oui, moi, j'en fais pas une fierté. Effectivement, le métier est médiatisé et donc on a quand même ce devoir d'exemplarité. Mais moi, j'aime bien être disponible. J'ai pas de barrière. Je suis quelqu'un de très accessible. Je suis même plutôt réservé parfois. Mais voilà, en tout cas, je me plais beaucoup en Mayenne et ma famille aussi. Merci Olivier de vous être confié. On va finir par l'interview flash. On répond très rapidement, c'est des petites questions normalement, ça va aller très vite. Jingle interview flash. Club Oxygène, l'interview flash. Votre rituel avant un match? Alors, à quel moment? Juste avant le match. J'ai pas de rituel. J'aime bien sortir, tous les entraîneurs le font pas, voir l'échauffement. Voilà. Moi, ça me permet de sentir un peu le pouls de mon équipe et puis de regarder l'adversaire. Des fois, il y a des petites choses à gratter. Titre en national ou maintien en Ligue 2? Alors, sur l'émotion pure, maintien en Ligue 2.
Voilà. Après, dans le palmarès, titre national. Il faut choisir, il faut aller plus vite. Hein. Le joueur qui vous a le plus impressionné quand vous étiez joueur, à défendre par exemple. Georges Weah. Le joueur qui vous a le plus impressionné quand vous étiez entraîneur, que vous avez vu jouer. Nicolas Pépé. Ce que vous faites les jours de repos. Du sport. Le plus beau stade du monde pour vous. Le Basser. Le but à la dernière seconde ou une victoire 3-0 tranquillement. But à la dernière seconde. Soirée Netflix ou soirée foot. Foot. En tant que joueur, passe décisive ou but. Passe décisive. La passion hors du sport. Le cinéma. Le métier que vous auriez fait si vous n'étiez pas devenu footballeur. Architecte. Et enfin, l'important c'est quoi? C'est le système ou l'animation? L'animation. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps dans Club Oxygène. Nous, on se rejoint tout de suite dans la deuxième partie avec toute l'actu du sport mayennais. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.